Bonsoir. Le Togo est une fois encore sous les projecteurs de la Banque mondiale. Cette semaine, l'institution de Bretton Woods a encore confirmé le Togo comme premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que dit justement et en substance le rapport Business Ready, Be-Ready 2024. Ce soir, nous allons mieux comprendre ce rapport, son contenu et surtout ce qu'il apporte aux Togolais. Et pour nous en parler, nous sommes sur ce plateau spécial avec le coordonnateur national adjoint de la cellule climat des affaires, M. Éric Gallet. Monsieur Gallet, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le directeur du Centre de formalité des entreprises CFE, M. Samuel Sanwogu. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également M. Rodabalo Passou. Il est le chef division gestion des déclarations des grandes entreprises à l'Office togolais des recettes OTR. M. Passou, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également le directeur des opérations douanières de Lomé Port, M. Moïse Akaya. M. Akaya, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons le président du tribunal de commerce de Lomé, Aminio Kudjo Akwate. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également le directeur général par intérim de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, monsieur Aftar Morou. Monsieur Morou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, merci, chers invités, d'être sur ce plateau spécial, nous allons dire plateau spécial Business Ready. Alors, c'était lundi. C'est lundi que le rapport a officiellement été rendu public, un rapport qui s'articule autour de trois grands chapitres ou trois grands traits, nous allons le dire. Il s'agit du le cadre réglementaire, les services publics et surtout l'efficacité opérationnelle. Et c'est un rapport donc de la Banque mondiale et c'était en présence de Madame la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Sandra Ablamba Johnson. Alors nous allons peut-être revivre ce qui s'est passé lundi dernier et nous allons revenir sur ce plateau pour ensemble décortiquer ce rapport Business Ready. Regardez. À voir les graphiques sur cette image, l'on s'aperçoit de l'efficacité des réformes économiques et institutionnelles opérées par le Togo, citées dans la liste prestigieuse des 50 premières économies couvertes par ce premier rapport 2024 du Business Ready. Le Togo est classé premier réformateur en Afrique de l'Ouest avec plus de 61 points sur 100, dépassant la moyenne sous-régionale et mondiale et troisième sur 14 pays de l'Afrique subsaharienne. Témoignage d'un environnement des affaires propice aux investissements, de l'amélioration des infrastructures et d'une gestion efficace des ressources publiques. Plusieurs années déjà que le pays maintient la dynamique à la satisfaction du groupe de la Banque mondiale. Le rapport Be Ready offre une évaluation détaillée de l'environnement des affaires et de l'investissement sous trois piliers. Le premier concerne le cadre réglementaire qui englobe et les règles et réglementations qui doivent être respectées, exploitées, développées et organisées pour créer ou fermer une entreprise. Le second porte sur les services publics qui sont mis en place par les gouvernements pour faciliter le respect de ces réglementations, ainsi que les institutions et infrastructures qui sous-tendent l'activité des entreprises. Le dernier qui concerne l'efficacité opérationnelle, qui reflète le degré de conformité avec le cadre réglementaire et l'efficacité de la fourniture des services publics qui intéressent directement les entreprises. L'objectif est d'accompagner nos pays partenaires à créer un climat propice à l'initiative privée, à l'innovation et naturellement à la compétitivité. Les meilleurs scores du Togo sont enregistrés dans le pilier sur le cadre réglementaire, où le Togo, sur une note de 100 à une note de 69%, et qui démontre l'engagement du pays à établir des réglementations et des règles claires et efficaces, notamment dans les domaines de la création d'entreprises, du règlement des litiges et de l'implantation des entreprises sur le territoire togolais. Le pays prévoit de plus dans la loi des garanties juridiques substantielles en matière de médiation et met en œuvre de bonnes pratiques dans son mécanisme de règlement des litiges fonciers. Preuve d'un engagement renouvelé du chef de l'État, Foresos Mnania Simbe, à faire du secteur privé national et international un partenaire stratégique de son développement,
moteur de l'innovation et de la création d'emplois. Conscient des efforts à déployer pour libérer pleinement le potentiel du secteur privé au Togo, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a réalisé au cours de ces dernières années des réformes ambitieuses et structurantes en vue d'améliorer de façon continue son environnement des affaires, ceci en partenariat avec le secteur privé et les institutions internationales. Les différentes réformes stratégiques vont de la mise en place d'un cadre de partenariat entre l'État et le secteur privé. Il y a également l'amélioration de la gouvernance économique, administrative, financière et politique qui a permis de renforcer le cadre légal et réglementaire, de digitaliser les principaux services publics et de réduire significativement les coûts et les délais des procédures administratives. Comme conséquence de dites réformes, le renforcement de l'attractivité de notre pays auprès des investisseurs nationaux et étrangers, mais également l'amélioration de la mobilisation continue des ressources publiques. Le cas de l'Office togolais des recettes, en pleine crise sanitaire, je le répète bien, en pleine crise sanitaire, est un témoignage. Ainsi, le Togo a enregistré une croissance économique soutenue au cours de ces dernières années, boostée par des investissements privés et publics de plus en plus importants. Exemple, en 2023, le pays a affiché une croissance économique solide de 6,4% et devrait connaître d'ailleurs en 2024 une croissance de 6,6%, hissant notre pays parmi les 20 économies du monde qui devaient enregistrer les taux de croissance économique les plus élevés. C'est dire encore une fois que les réformes ne sont pas faites pour faire plaisir à une institution. Elles ne sont pas faites pour les classements internationaux. Elles sont d'abord faites pour nous les Togolais. Elles sont faites pour le Togo. L'évaluation s'articule autour de 10 indicateurs essentiels liés au cycle de vie de l'entreprise, à savoir la création d'entreprises, l'emplacement des entreprises, le service d'utilité publique, la main-d'œuvre, les services financiers, le commerce international, la fiscalité, le règlement des litiges, la concurrence sur le marché et l'insolvabilité des entreprises. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il démontre avant tout l'agilité de notre pays, le Togo, et la vision stratégique du président de la République dans la mise en œuvre des réformes ambitieuses et efficaces. Ainsi donc, dans le domaine de la création d'entreprises, par exemple, les réformes liées à la digitalisation des formalités de création d'entreprises et à la réduction du délai ont permis d'accélérer les procédures administratives pour nos entreprises. S'agissant de l'emplacement des entreprises, plusieurs réformes, entre autres la digitalisation du processus de délivrance du permis de construire ou l'amélioration du contrôle de la qualité des bâtiments, facilitent les démarches et des sociétés pour établir un lieu d'activité commerciale ou transférer les propriétés. Les réformes portent leurs fruits, mais il y a nécessité de maintenir le cap et de poursuivre le chantier afin de répondre aux différentes préoccupations des populations. La ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, y tient fermement. Aujourd'hui, une autre ère s'ouvre avec le Business Ready de la Banque mondiale. Un nouveau projet qui remplace le programme Doing Business et qui vise à évaluer les progrès dans le domaine de l'amélioration de l'environnement des affaires et des investissements à l'échelle mondiale. Je tiens donc à cette étape de mon propos à rendre un hommage mérité au chef de l'État pour son leadership dans la conduite de la mise en œuvre des réformes et son engagement indéfectible à faire du secteur privé un partenaire de poids dans le processus de transformation économique de notre pays, ce qui mérite naturellement, chers partenaires, notre plus grande reconnaissance et admiration. Ces résultats ne doivent pas nous camper dans l'autosatisfaction. Nous devons poursuivre la dynamique des réformes pour relever les défis identifiés par le rapport Biredi. La tâche ne sera pas aisée, j'en conviens, en particulier dans le contexte international et régional actuel marqué par de multiples crises qui affectent le développement de nos pays. Mais ensemble, nous y parviendrons. Signe d'un appel à tous à un sursaut patriotique pour concrétiser une ambition chère au président de la République retracée dans la feuille de route Togo 2025. Faire du Togo un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable.
Voilà donc la présentation du rapport Business Ready 2024 de la Banque mondiale. Alors, Monsieur Gallet, c'est vrai que nous avons suivi le reportage, c'est depuis lundi sur la télévision togolaise, mais sur ce plateau, nous allons essayer de faire peut-être un travail de pédagogie pour permettre aux téléspectateurs, aux Togolais de mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport Ready ou Business Ready? Merci de l'occasion que vous nous donnez de parler du rapport Business Ready, encore appelé le BIREDI. Le rapport BIREDI est le nouveau programme de du groupe de la Banque mondiale pour l'évaluation du climat des affaires et de l'investissement dans le monde. C'est un rapport qui vient remplacer l'ancien rapport publié par la Banque mondiale, notamment le Doing Business, qui a pris fin en septembre 2021. Et depuis lors, la Banque mondiale a mis en place un nouveau mécanisme pour pouvoir évaluer l'environnement des affaires et de l'investissement dans le monde. Donc, le premier rapport de ce nouveau mécanisme a été publié le 3 octobre 2024 et c'est le rapport Business Ready ou le BIREDI. D'accord. Alors, Monsieur Gallet, quel est l'avantage pour le Togo de faire partie de ces pays-là qui ont été évalués dans ce rapport-là? Merci. Il faut rappeler que le Togo a toujours été un pays réformateur. Et le Togo a mis en place de nombreuses réformes sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, qui donne l'orientation nécessaire dans la mise en œuvre des réformes. Malgré l'arrêt et la suspension du rapport Doing Business, le gouvernement togolais a mis en place un certain nombre de réformes. Et ces réformes ont eu des résultats sur le quotidien de la population. Et nous avons également la participation du Togo dans cette première cohorte des pays qui ont été sélectionnés au premier rapport Business Ready, notamment 50 pays dans le monde et 14 au niveau de l'Afrique subsaharienne et 5 au niveau de la CEDEAO, dont le Togo. Donc, ce rapport vient booster la volonté et l'engagement du Togo à faire des réformes. Ce rapport donne des orientations nécessaires pour les bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires. Donc, c'est une occasion pour le pays de pouvoir améliorer davantage ce qui se fait en matière d'amélioration du climat des affaires. D'accord. Alors, Monsieur Gallet, je reste toujours avec vous. On a compris que dans ce rapport-là, plusieurs domaines de l'économie ont été, disons, mesurés ou évalués. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces domaines-là? Okay, merci. Il faut également rappeler que ce rapport évalue l'économie sur 3 piliers, notamment le cadre réglementaire, les services publics, et aussi comment le cadre réglementaire et les services publics sont combinés dans la pratique au profit des entreprises. Donc l'efficacité opérationnelle. L'efficacité opérationnelle qui mesure les délais, les coûts dans les différentes transactions. Et ce rapport tient compte du cycle de vie de l'opérateur économique. Donc un investisseur est appelé à faire la phase de création de son entreprise, la phase de l'exploitation de son entreprise et la phase de clôture ou de réorganisation de l'entreprise. Pour ce qui concerne la phase de création d'entreprise, nous avons le cas du Togo, les formalités à faire au centre des formalités des entreprises. Et nous avons, après cette phase, il y a la phase de développement de l'entreprise qui passe par l'installation de l'investisseur à travers l'acquisition du foncier, à travers l'obtention d'un permis de construire pour construire son entrepôt, par exemple, l'accès aux services financiers, le recrutement du personnel, donc les questions de main-d'œuvre, les questions de concurrence sur le marché, la participation à la commande publique, une entreprise qui est appelée à faire l'import-export dans le commerce international également, et sans oublier le cadre juridique, notamment le règlement de litige. En cas de conflit, il faut disposer des moyens
des règles claires pour pouvoir régler les différends. Et la phase de clôture ou de réorganisation de l'entreprise, notamment l'insolvabilité, qui est traitée par l'indicateur de l'insolvabilité. Voilà un peu les 10 indicateurs que couvre ce nouveau mécanisme. Sans oublier 3 indicateurs qui sont transversaux, notamment la question de la prise en compte du digital, la digitalisation des procédures, la prise en compte de l'environnement et la prise en compte du genre sont des 3 secteurs qui sont transversaux au niveau de ces 10 indicateurs précités. D'accord. Alors, Monsieur Gallet, on comprend tout ce que vous avez évoqué, ou bien tous ces indicateurs-là. Nos invités, les autres invités sur ce plateau sont justement là pour nous décortiquer un peu davantage ces indicateurs. Mais avant de vous laisser peut-être souffler, nous avons compris, après la présentation de ce rapport-là, que le Togo est le premier pays réformateur dans l'espace CEDEAO. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement toutes ces réformes-là qui ont milité en faveur de ce bon score du Togo, le Togo qui garde cette place-là? Mais ces réformes sont multiples et surtout les indicateurs, notamment la création d'entreprises, où la Banque mondiale a reconnu qu'il n'y a pas de contraintes en matière de création d'entreprises au Togo. Dans le secteur de la justice également, le cadre réglementaire est assez clair. Et les questions de médiation, d'arbitrage sont prises en compte pour pouvoir régler les différends au niveau des acteurs. Donc, la question de l'emplacement de l'entreprise, notamment, a permis de construire et les transferts de propriété ont été également des secteurs pour lesquels le rapport a reconnu les multiples réformes réalisées par le Togo. Nous allons revenir un peu sur ces différentes réformes par l'intervention des directeurs. Ils sont ici sur le plateau. Justement, ils sont là pour cela. Et Monsieur Sanrogou, je vous donne la parole après Monsieur Gallet, justement, parce que nous parlons de tout ce qui a été fait pour la facilitation de la création des entreprises au Togo. Alors, quelles sont ces réformes-là, ou bien ces principales réformes, justement, qui ont été mises en œuvre, au niveau du cadre réglementaire, justement, pour faciliter le processus de création d'entreprises? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute le chiffre ou le nombre d'entreprises qui se créent peut-être par année au Togo, on se demande comment ça se fait. Alors, dites-nous un peu plus. Merci, madame. Au niveau de la création d'entreprises, le gouvernement a pris des mesures depuis une dizaine d'années. Et ces mesures ont facilité et simplifié le processus de création d'entreprise. La première mesure, c'est de créer un guichet unique qui regroupe toutes les administrations impliquées dans le processus de création d'entreprise. Donc vous avez OTR qui est au niveau du guichet unique. Vous avez le RCCM, le tribunal du commerce, qui est représenté par le registre du commerce et du crédit immobilier. Vous avez la CNSS et vous avez toutes ces administrations qui sont impliquées. Donc ça réduit déjà rapidement le délai de création et ça entraîne la célérité. En dehors de ça, le gouvernement a pris plusieurs tests, des décrets, des arrêtés, des notes de service. Par exemple, la réduction des coûts de création. Avant, c'était pour créer une entreprise, personne physique, une entreprise individuelle qu'on appelle communément établissement au Togo, il fallait payer 143 000. Et depuis une dizaine d'années, c'est 25 400 francs CFA. Pour les personnes morales, les sociétés, toutes les formes juridiques de sociétés qu'on a au Togo, qu'on a dans l'espace OADA, c'était 222 750. Là, aujourd'hui, c'est 28 250. D'autres réformes telles que, par exemple, le gouvernement a supprimé les frais d'enregistrement et les frais de timbre à la création. C'est un impôt que le gouvernement a décidé de supprimer. C'était 2% du capital social. Aujourd'hui, quel que soit le capital social de votre entreprise, c'est un capital. On a vu des entreprises qui sont créées avec des capitals 1 milliard de chiffre d'affaires au CFE. C'est 0 francs, le droit d'enregistrement. Donc, c'était 2% du capital social. Quand l'apport est en numéraire, et 4% quand l'apport est en nature, tout est à 0 francs aujourd'hui. Également, le gouvernement a pris un décret pour rendre possible la création des SARL, des sociétés à responsabilité limitée, pluripersonnelles comme unipersonnelles, avec des actes sous seing privés. Et là, vous allez voir la plupart des SARL créés au Togo, sur 100,
95 sont créés avec des associations privées. Donc ça facilite, ça permet aux opérateurs économiques de ne plus faire recours aux notaires, et donc ça réduit substantiellement les coûts. Il y a plein de réformes. Par exemple, le gouvernement a pris un arrêté interministériel rendant la plateforme du CFE, le site web du CFE, comme journal d'annonce légal. Parce qu'avant, lorsque vous créez une entreprise, la loi vous oblige à faire la publicité de cette entreprise dans un journal officiel. Et là, c'était Togo Presse. Donc les coûts, le minimum était 60 000. Aujourd'hui, cette annonce se fait sur la plateforme du CFE à 0 francs. Donc plusieurs réformes, y compris par exemple la digitalisation, qui est mise en place depuis plus de 5 ans et qui permet aux gens de créer simplement, facilement, sans faire le déplacement au niveau des locaux du CFE. D'accord. Monsieur Sangoku, justement, vous avez évoqué la digitalisation. On a compris que peut-être la digitalisation œuvre dans la célérité des procédures. Mais en quoi la digitalisation permet également une transparence des procédures? Oui, la digitalisation, lorsque vous allez sur la plateforme du CFE, toutes les procédures sont décrites. Et déjà, vous savez quelle pièce vous allez amener, quel montant vous allez payer. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire là-bas. Vous vous connectez chez vous, avec votre adresse mail, vous remplissez le formulaire, vous joignez les pièces demandées, y compris les statuts. Vous envoyez les statuts, tout est envoyé en ligne. Nous procédons à l'enregistrement des statuts en ligne. Nous traitons le dossier en une moyenne de 4 heures. Nous vous renvoyons les statuts enregistrés, plus la carte traitée. Donc c'est beaucoup plus rapide, vous n'avez plus besoin de faire le déplacement. C'est simple, c'est rapide et c'est moins cher parce que vous ne payez pas le déplacement. Vous pouvez être n'importe où. Vous allez voir dans les statistiques, vous avez parlé des statistiques au début de votre présentation, vous allez voir qu'on a eu à créer 15 000 entreprises, plus de 15 000 entreprises l'année dernière, 2023. Et sur les 15 000, vous avez plus de 16% des créateurs qui sont des étrangers. Donc cela prouve que c'est parce que c'est facile, c'est rapide et qu'on a un climat des affaires qui est bien. Qui est propice et attire donc les investisseurs étrangers. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sangoku. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour d'autres aspects concernant justement la création d'entreprises. Alors, Monsieur Passou, les réformes, c'est dans tous les domaines, presque tous les domaines aujourd'hui, et dans le secteur de la fiscalité également, on note des réformes. Alors, nous avons appris dans ce sens ou dans ce secteur la mise en place d'une base de données, justement, une base de données des bénéficiaires effectifs. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Expliquez-nous. Merci, madame. Et donc, pour abonder dans le même sens que les précédents intervenants, en matière d'amélioration du climat des affaires, et tantôt les prédécesseurs ont parlé de la digitalisation, mais aussi d'un certain nombre de mesures visant à assainir la qualité des relations entre les partenaires et améliorer la confiance de la destination Togo. Oui. Donc c'est dans ce contexte également que le gouvernement s'est inscrit en adoptant des textes relatifs aux bénéficiaires effectifs. Il faut entendre par bénéficiaire effectif le vrai propriétaire en dernier lieu ou en dernier ressort d'une entreprise. Je pourrais être une entreprise, m'associer avec une autre entreprise pour créer une troisième entreprise. Mais en fin de compte, qui est le propriétaire? Donc, c'est cette base de données que le gouvernement a décidé de mettre en place afin de permettre à tout potentiel partenaire du Togo, d'un opérateur économique togolais, de savoir exactement avec qui il est en train de traiter. Donc, c'est en réalité les personnes physiques derrière un opérateur économique ou une structure qui pourrait prêter nom à un opérateur économique, comme les constructions juridiques. Voilà un peu ce que renferme disons cette réforme ou bien cette expression de bénéficiaire effectif. Alors dites-nous, parlons justement de cette base de données, quel avantage cela renferme? Qu'est-ce que cela va apporter, disons, aux Togolais? Donc, en matière d'avantages, et pourquoi le Togo s'inscrit, je le disais tantôt, et il est question d'améliorer la transparence entre les acteurs économiques. Cela limite un peu tout ce qui est risque de fraude, risque de corruption, parce que désormais, vous savez exactement votre partenaire, il est qui et il intervient dans quoi.
Cela également est un indicateur important pour tous nos partenaires extérieurs ou investisseurs potentiels qui pourraient s'intéresser à notre destination, à notre pays, pour savoir qu'aujourd'hui au Togo, lorsque vous opérez, on est capable de tracer les transactions que vous faites. Et ensuite, 2 autres points permettent d'apprécier le gain de la population togolaise ou bien des Togolais, des citoyens togolais en matière de réformes relatives aux bénéficiaires effectifs. Le second point est relatif à la capacité de la société civile à voir quelles sont les vraies activités, les vrais propriétaires des sociétés ou des constructions juridiques et pourquoi les gens s'intéressent à tel ou tel domaine pour protéger les consommateurs, et donc le citoyen, de tout abus ou de toute corruption ou de tout ce qui ne serait pas conforme ou n'arrangerait pas le peuple togolais. Et en dernier ressort, c'est un sursaut de transparence vraiment dans les affaires que cela apporte. Ça veut dire que les affaires au Togo connaissent le label transparence. Voilà. Le label transparence est vraiment aujourd'hui comme un indicateur indispensable pour améliorer le climat des affaires. C'est ce que cela apporte aux Togolais. La transparence, elle est de mise. On l'a compris également avec M. Sangogo au niveau du CFE. Alors, M. Passou, peut-être très rapidement, alors, nous avons appris également l'adoption d'un test réglementaire sur le prélèvement de la TVA à la source. Alors, dites-nous, quelles ont été les motivations d'une telle initiative? L'adoption des textes relatifs à la retenue de la TVA à la source viennent en 2 ou 3 points régler des préoccupations relatives à la mobilisation de cet impôt. Vu le niveau du secteur informel et la difficulté pour certaines entreprises, notamment les PME, PMI, à s'inscrire dans tout ce qui est obligation déclarative et obligation de paiement de cet impôt, il a été trouvé une situation pour alléger la charge administrative pour eux en leur facilitant cette déclaration qui pourrait être faite par leurs partenaires qui sont notamment les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, lorsqu'une PME traite avec une moyenne ou grande entreprise, cette moyenne ou grande entreprise peut retenir la TVA, elle doit retenir la TVA et reverser à l'administration fiscale. Cela évite aussi aux PME de se retrouver dans une situation où ils auraient déjà utilisé les recettes de TVA pour en faire d'autres dépenses alors que l'État attendrait qu'ils viennent s'acquitter de cette taxe. Donc, c'est un soulagement pour les PME, mais également pour l'État. Ça permet de s'assurer qu'on a les garanties de recouvrir dans les bons délais et puis dans les bons montants cette taxe. Mais M. Passou, comment cette initiative est perçue par les petits contribuables? Évidemment, cela est un ouf de soulagement pour eux parce que, comme je l'ai dit, cela représente une capacité pour eux, soit d'avoir des infrastructures informatiques pour gérer la TVA ou bien du personnel. Donc, en matière de coût, cela est un coût réduit pour l'exploitation courante chez eux, mais cela les assure que en face de l'Office togolais des recettes ou de l'organe chargé de mobiliser ces recettes, cette TVA, ils n'auront pas de pénalités liées à des retards de déclaration ou à des retards de paiement de cet impôt. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Passou. Nous avons parlé de fiscalité. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler du foncier également, parce que les réformes, on l'a compris, c'est dans des secteurs multiformes. Alors, M. Akaya, lorsqu'on écoutait tout à l'heure Madame la ministre évoquer peut-être les indicateurs et tout, on a également parlé du commerce international. Alors, pouvez-vous nous dire quelles ont été les réformes qui ont été justement réalisées sur l'indicateur commerce international? Merci beaucoup, Madame Manita, pour l'opportunité que vous nous offrez de parler un peu des réformes qui ont été engagées sous le gide du climat des affaires en ce qui concerne le commerce international. Et il faut dire que tous les acteurs de la plateforme portuaire se sont engagés au regard de la feuille de route gouvernementale 2025 à faire du port le véritable hub. Ainsi, certaines réformes ont été engagées, et parmi lesquelles nous allons parler de la dématérialisation de tous les process au port. Oui.
Alors, l'Office togolais des recettes, déjà en 2020, s'est inscrit dans cette dynamique en dématérialisant totalement ses procédures au port. Alors, pour toutes les opérations d'enlèvement des marchandises, il faut dire que l'opérateur n'a plus besoin de se présenter au niveau de la douane. Alors, depuis ces services, il peut déjà se connecter à notre système, envoyer la déclaration et obtenir le bon à délivrer en ligne. Alors, il y a également la délivrance du certificat d'origine. Ça a été une réforme phare. Il faut dire qu'avant l'opérateur économique, pour obtenir le certificat d'origine, il faut 48 heures. Alors, avec ces réformes, il nous faut seulement 1 heure du temps pour obtenir en ligne le certificat d'origine. Au lieu de 48 heures. Au lieu de 48 heures. Voilà. Alors, il faut parler également de tout ce qui est comme sécurisation de nos procédures à travers l'utilisation du scanner. Okay. Voilà. Donc, désormais, on opère des contrôles non intrusifs à travers alors l'utilisation du scanner. Et il y a aussi le système de tracking des marchandises qui est là. Donc, c'est un système également qui s'inscrit dans la dynamique de la sécurisation aussi du transit, qui est aussi mis en œuvre et qui permet également à l'opérateur économique de pouvoir suivre sa cargaison et de pouvoir savoir à quel moment exact ou à quel lieu se trouve la marchandise. C'est une des réformes phares. Alors, il faut également parler du renforcement des infrastructures portuaires qui s'inscrivent dans la dynamique de pouvoir faire du port un véritable hub. Et tous les manutentionnaires également, on ne va pas les oublier, hein, ils ont dématérialisé toutes leurs procédures avec des paiements qui se font en ligne. Et aujourd'hui, nous allons dire que toutes les opérations d'enlèvement, il faut dire que le paiement se fait en ligne. On n'a plus besoin alors d'aller au port. Alors, l'autre réforme qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est l'opérationnalisation de la plateforme industrielle d'Aditi-Copé, qui vient renforcer la capacité du port dans la gestion du flux de marchandises. Alors, il y a également une unité douanière qui est dédiée à cette plateforme pour faciliter les enlèvements de marchandises. Alors, tout récemment, nous étions avec le commissaire général au Niger pour signer le protocole d'accord avec les pays de l'Interland à l'effet de pouvoir interconnecter nos systèmes. C'est toujours dans le cadre des échanges d'informations pour essayer d'accélérer le processus de transit. Voilà autant de réformes qu'on peut citer. Bien sûr qu'il y en a bien d'autres. Hein. Et tout récemment, il faut également parler de la plateforme digitale qui a été lancée pour permettre aux opérateurs économiques de s'interconnecter et de pouvoir obtenir en ligne tous les documents exigibles. Donc aujourd'hui, je crois que tout le processus de dématérialisation est complètement bouclé. Et vraiment, on s'en réjouit. Et peut-être c'est l'occasion de dire merci aux autorités qui s'impliquent et qui impactent vraiment ce souffle-là. D'accord. Alors, Monsieur Akaya, on comprend que bon, la digitalisation est rentrée, la dématérialisation. Bon, on se doute un peu, mais il faut poser la question. Alors, quels sont les bénéfices de ces différentes réformes-là sur, enfin, les bénéfices qui ont été apportés aussi bien aux entreprises qu'aux investisseurs extérieurs, en fait? Merci beaucoup, madame, pour cette question qui nous permet de dire clairement qu'à travers la digitalisation, il y a un partage d'informations qui est là. On n'a pas besoin, par exemple, d'aller loin pour savoir où se trouve la marchandise. Vous êtes interconnecté, vous pouvez avoir déjà la localisation de votre marchandise. Donc, il y a également le manifeste, il est électronique, il est déposé. Tout le monde peut consulter. Vous pouvez savoir déjà si le navire qui est déjà en rade, le manifeste est déjà déposé, à quel moment vous pouvez enclencher déjà la procédure. C'est déjà tout ça là dans le cadre de la célérité qu'il faut vraiment voir cela. Alors, il faut dire également que cette digitalisation, elle offre l'opportunité au port d'être davantage compétitif. Voilà, dans tout ce qui est processus d'enlèvement de marchandises. Merci beaucoup, Monsieur Akaya. Alors, nous parlons de réforme, nous parlons de digitalisation. Alors, les innovations ont été également introduites dans le secteur du foncier. Monsieur Passou, je reviens à vous, justement. Alors, les réformes liées au cadastre concernent, entre autres, l'adoption d'un identifiant unique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, l'importance de cette initiative-là?
Ok, merci une fois encore, Madame Anita. Et disons que la réforme relative à l'instauration du numéro unique de parcellaire, en abrégé NUP, c'est relative à la capacité du Togo à identifier toutes les parcelles qui se trouvent sur le territoire togolais. Qu'elles soient immatriculées ou pas, il faut qu'on puisse identifier et la parcelle et le propriétaire apparent avant l'immatriculation de toute parcelle. Cela permet de réduire énormément de litiges et, comme je l'avais déjà mentionné dans ma première intervention, cela ramène encore la question de la transparence, de la clarté dans l'attribution des biens et également, cela est très important parce que désormais, pour répertorier une parcelle, il suffit que j'ai le NIF, je suis en possession du NIP en question et rapidement je peux savoir si la parcelle est à Lomé, elle a Dapan, elle a Kara, où exactement c'est désormais un référentiel ou bien une manière d'identifier vraiment de manière spécifique chaque parcelle au Togo. Donc cela correspond aux meilleures pratiques plutôt que de se retrouver dans un adressage où tu dis à quelqu'un je suis à tel lieu, à l'intersection de telle rue et telle rue, alors que le NUP permettrait d'aller directement à l'adresse concernée. Donc c'est vraiment une simplification de tout ce qui est lourdeur pour identifier une parcelle, son propriétaire, mais également c'est un avantage pour nous en matière de planification pour qu'on sache exactement quelles sont peut-être les infrastructures qu'il faudrait dans cette zone ou qu'est-ce qui pourrait être comme contrainte ou litige lié à cette zone. Franchement, ce sont les meilleures pratiques en la matière et ça simplifie la planification foncière dans un pays. D'accord. Monsieur Passou, donc on voit bien on voit le bien fondé de la réforme, mais dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés pour la mise en place ou la mise en œuvre d'une telle procédure? Non, et c'est plutôt des avantages que nous avons plutôt enregistrés. Et étant donné que les gens, la population était habituée, plutôt les citoyens étaient habitués au numéro du titre foncier, cela en fait vient mettre le NUP comme le portail du numéro du titre foncier. Ce portail, c'est en quelque sorte, c'est comme si on avait un plan directeur en bas et sur chaque parcelle, on viendra poser le numéro du titre foncier. C'est bien accueilli parce que aujourd'hui, que la parcelle soit immatriculée ou pas, on peut donner l'adresse ou l'identité de la parcelle. Donc, c'est vraiment, c'était un préalable et aujourd'hui, nous l'avons. Nous devons vraiment, comme mon collègue de la douane et les autres intervenants ont dit, dire félicitations au gouvernement pour cette initiative qui vient encore une fois éclaircir et puis mettre de la confiance dans un secteur qui n'est pas aussi aisé. Tout à fait, parce que le foncier, on sait tous ce que c'est et les téléspectateurs ne diront pas le contraire. Alors nous parlons des réformes. Des réformes ont également été introduites au niveau des marchés publics. Monsieur Mourou, alors dites-nous, nous savons que des réformes ont été introduites, mais qu'est-ce qui a justifié justement l'introduction de toutes ces réformes-là dans le processus de la commande publique au Togo? Je vous remercie infiniment pour votre question. Je dirais que plusieurs raisons ont milité en faveur de l'introduction des réformes dans le secteur de la commande publique. Je voudrais d'abord citer les orientations stratégiques du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essosi Gnassingbé. Ensuite, j'évoquerai le besoin donc, de prendre en compte les résultats et la recommandation issue des différents audits de conformité des marchés publics commandités par l'autorité de régulation de la commande publique. Et ensuite, il y a un certain nombre de recommandations qui ont
été faite à l'issue d'un certain nombre d'évaluations au niveau international. Il s'agit donc d'une évaluation MAPS qui se base sur une méthodologie développée par l'OCDE, par les Nations Unies et la Banque mondiale. Il y a également d'autres types d'évaluations comme le PFA, donc le Public Expenditure and Financial Accountability. Et donc, les dysfonctionnements qui ont été identifiés à l'issue donc, de ces différentes évaluations ont servi donc d'éléments pour donc apporter un certain nombre d'innovations au secteur de la commande publique. Il y a encore d'autres éléments. Nous citerons la nécessité donc d'abord de captation donc, et de sécurisation des investissements nationaux ainsi que des investissements directs étrangers. Il était très important également de créer un cadre des affaires assez attrayant pour permettre aux investisseurs de pouvoir développer leurs affaires en toute sécurité et d'avoir des opportunités d'affaires. Il y a également la nécessité de dématérialiser donc, les procédures de passation des marchés publics en vue d'aller vers l'accélération des procédures, aussi plus de transparence, intégrer d'autres exigences aujourd'hui dont on ne peut se passer, qui sont relatifs au changement climatique. Et en gros, pour résumer, il y a tout l'effort qui devait être fait afin donc de permettre au pays de s'assurer que les crédits budgétaires donc, sont en tout cas exécutés convenablement et qu'on s'assure de la qualité de la dépense publique. Donc voici un certain nombre d'éléments qui ont donc justifié ces réformes au sein du secteur de la commande publique. Je vous remercie. D'accord. Alors, M. Moreau, justement, on comprend ce qui justifie ces réformes-là, mais quelles ont été ces innovations-là concrètes qui ont été introduites dans le secteur de la commande publique au Togo? D'accord. Je vous remercie. Effectivement, les innovations portées donc, dans le secteur de la commande publique ont porté sur deux aspects. D'abord, nous avons le cadre juridique et le cadre institutionnel. Et lorsqu'on prend le cadre juridique, on peut considérer qu'il y avait d'abord deux volets. Le premier volet, c'était de définir un cadre légal centré sur les marchés publics. Et ceci a été fait à travers l'adoption d'une loi. C'est la loi numéro 2021-033 relative aux marchés publics, avec le code, l'adoption donc, par le gouvernement ensuite d'un code des marchés publics. Le code des marchés publics a été adopté le 6 juillet 2022. Ensuite, ça concerne les marchés publics. Ensuite, il y a donc une loi, la loi 2021-034, qui est relative donc, au contrat PPP. Et donc, voici comment se structurent d'abord les innovations sur le plan légal. Il y a un certain nombre de textes d'applications qui ont accompagné, mais j'ai cité donc, les principaux textes. Et alors, sur le plan juridique, ce que nous avons pu intégrer d'abord comme innovation, nous pouvons donc distinguer d'abord une introduction donc, de nouvelles méthodes de passation. Donc, nous avons par exemple les offres spontanées qui sont désormais partie intégrante donc, de notre arsenal juridique. Nous avons par exemple le dialogue compétitif qui n'existait pas. Nous avons par exemple la sélection des consultants individuels. Nous avons également d'autres méthodes qui sont par exemple les contrats Génis. Donc les contrats Génis sont des contrats de gestion et d'entretien par niveau de service pour nous assurer en fait qu'il y a une performance donc, dans le service. Nous avons des marchés d'innovation, nous avons des marchés par tranche et nous avons également rénové ce cadre réglementaire en apportant une touche avec ce que nous appelons donc, les contrats cadres. Donc voici un peu ce que nous avons sur donc, les procédures. Nous avons également sur le plan, disons, délai, donc fait de gros efforts, toujours sur les orientations stratégiques. Donc les délais de passation des marchés publics qui étaient jadis longs ont été pratiquement divisés par deux. Donc nous étions
à 180 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 90 jours. Et donc, c'est un gros effort qui a été fait. Je donne un exemple pour les évaluations aujourd'hui des procédures. Le délai réglementaire maximum, c'est 14 jours. Les délais de recours qui étaient de 15 jours sont passés à 7 jours. Les délais de réponse également, lorsque le CRD, le comité de règlement différent, est saisi, qui s'établissait à 30 jours aujourd'hui, est ramené à 15 jours. Les délais pour le contrôle également effectués par la Direction nationale de contrôle des marchés publics sur l'ensemble, ces délais sont ramenés à 7 jours contre 15 jours auparavant. Donc voici un gros effort qui a été fait également sur les délais, toujours donc, pour la célérité. Et ensuite, le cadre réglementaire qui existait auparavant n'était pas, n'était pas adapté pour aller vers la dématérialisation. Et donc, le nouveau cadre a posé les principes pour aller vers la dématérialisation et donc ouvre désormais la voie au Togo d'aller vers la dématérialisation. Donc, voici un certain nombre de préoccupations. Je rajouterai également que le mode d'évaluation a changé. Et si à l'époque, on parlait donc d'offres conformes, en tout cas d'offres, conformes techniquement, aujourd'hui, on parle d'offres économiquement la plus avantageuse. Donc voici un certain nombre de choses qu'on trouve comme des éléments. Et ça, c'est sur le cadre juridique. Voilà, sur le cadre institutionnel, donc il s'agit notamment, vous l'avez remarqué, c'était l'ARMP avant, l'autorité de régulation des marchés publics. Aujourd'hui, c'est plutôt ARCOP, donc autorité de régulation de la commande publique. Parce que quand on parle de commande publique, c'est un peu un nom de famille qui englobe les marchés publics et les contrats PPP. Et donc le champ d'action de l'ancienne ARMP est désormais étendu donc, aux contrats de partenaires publics privés, surtout en matière donc, de formation et de régulation et aussi de gestion du contentieux pouvant intervenir dans l'exécution de ce genre de contrats-là. La DNCMP, donc la Direction nationale de contrôle des marchés publics, est devenue désormais la DNCCP, puisque elle également, elle va en tout cas connaître les contrats PPP. Il y a eu également la création donc par décret d'une unité PPP, donc qui est une unité donc de conseil et d'appui donc aux autorités contractantes d'administration pour monter les projets PPP. Donc c'est une unité qui est rattachée à la présidence de la République. Il y a également la création de ce qu'on appelle un observatoire économique de la commande publique, parce que la commande publique peut être utilisée comme un instrument de politique économique. Et donc on a estimé qu'en collectant de bonnes informations, en les traitant, on pouvait donc orienter l'utilisation de cette commande publique pour atteindre un certain nombre d'objectifs de développement économique. Merci beaucoup, Monsieur Mourou, pour nous avoir expliqué toutes ces réformes, toutes ces innovations qui ont été introduites dans le secteur de la commande publique au Togo aujourd'hui. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour d'autres aspects. Alors, nous comprenons que lorsque nous parlons du climat des affaires, nous parlons de l'économie, le commerce et tout. Et logiquement, qui dit commerce, qui dit peut-être rencontre de plusieurs personnes, plusieurs entités, il y a forcément des litiges qui surviennent. Et justement, nous avons le président du tribunal de commerce de Lomé avec nous. Alors, dans le rapport Business Ready 2024, il a été fait mention de règlement de litige. On l'a écouté tout à l'heure. Alors, monsieur le président du tribunal, dites-nous, à quoi on fait allusion quand on parle de règlement de litige? Merci, madame. Lorsqu'on parle de règlement de litige dans le rapport Business Ready, on fait allusion évidemment à la justice classique, comme les tribunaux étatiques. Ici, c'est le tribunal de commerce dont nous parlons, mais également des institutions d'arbitrage, à l'exemple de la CATO. Voilà. Alors, comme vous l'avez si bien mentionné, lorsqu'il y a des opérateurs économiques, peut-être les affaires, évidemment, il arrive des différends. Oui. Voilà. Donc, il faudrait que ces différends soient réglés de façon satisfaisante. Voilà.
Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez comprendre que les affaires ne vont pas bien marcher. Tout à fait. Et si les affaires ne marchent pas dans un pays, les investisseurs ne viendront pas investir. Voilà. Donc, c'est là l'importance des règlements des différends quand on parle de climat des affaires. Voilà. Donc, d'où son importance dans ce rapport. Alors, c'est vrai que dans le rapport, on a parlé de règlement de litige, mais quand même, le rapport Business Ready a révélé un taux de confiance de 83% aux juridictions commerciales. Alors, monsieur le Président, on veut comprendre. Alors, quand on parle de taux de confiance, alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Le taux de confiance, cela veut dire que les justiciables, ici les opérateurs économiques, ont confiance en nous, au tribunal de commerce, ou bien à l'arbitrage. Cela veut dire que les décisions qui sont prises vont dans le sens de ce à quoi ils s'entendent. Ils s'attendaient. Voilà, ils ne sont pas surpris. Donc ils sont de ce qui a été vous, rendu comme décision. Ça veut dire que le tribunal est impartial, il rend des décisions qui vont dans le sens d'un règlement correct des affaires dont ils sont saisis. Alors, Monsieur Akwati, alors quand on dit 83%, est-ce que vous êtes satisfait de ce taux? Bien sûr, je ne peux être que satisfait. Si l'on sait ce que le justiciable ou bien le commun des mortels pense de la justice d'une manière générale. Alors 83% comme taux de satisfaction, je ne peux être que satisfait moi-même. Et d'ailleurs, ça ne me surprend pas, puisque nous avons des retours de satisfaction de la part des justiciables eux-mêmes. Est-ce que vous faites une auto-évaluation également? Bien sûr, bien sûr. Nous-mêmes, quand nous rendons nos décisions, moi, quand les décisions sont rendues, moi, j'essaie de parcourir pour voir à peu près ce qui a été pris comme décision par les collègues et je vois que tout va bien, d'une manière générale. C'est vrai, nul n'est parfait, mais tout va bien. Et d'ailleurs, l'année passée, le tribunal de commerce, à l'occasion de la nuit du droit, s'est vu décerner le prix Excellence de la justice 2023. Donc, ce qui veut dire que, bon, mais ça va. Disons que le rapport vient vous conforter dans votre position. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, Monsieur Akwati, dites-nous, nous parlons de taux, mais comment ce taux a été calculé? Est-ce qu'on a approché les justiciables pour leur poser la question? Est-ce qu'il y a eu peut-être un échantillonnage pour pouvoir se retrouver avec ce... Non, mais il y a des évaluateurs, il y a des gens qui sont interrogés par les rapporteurs, les administrateurs du business Ready, envoient des questionnaires aux avocats, aux justiciables et autres, qui donc nous notent. Et c'est pour la question impartialité de la justice. Nous avons eu 83%. Et c'est là où je dis que c'est bien par rapport à ce que l'on pense souvent de la justice. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Akwati, nous avons vu que le Togo a enregistré sur l'indicateur règlement de litige, justement, la deuxième meilleure performance après le Rwanda. Alors, est-ce que c'est vrai que l'impartialité de la justice et tout, mais quels ont été les autres, peut-être les autres facteurs qui ont permis au Togo d'avoir cette meilleure place-là? Bon, plusieurs facteurs ont permis ce classement. Il y a d'abord, au niveau réglementaire, l'adoption de la loi qui institue les juridictions commerciales en République togolaise. Cette loi a limité le nombre de renvois à 3 pour chaque partie et également a réduit la durée des renvois.
Ce qui fait que les affaires ne traînent pas. Déjà, lorsque on prend une nouvelle affaire, on procède à ce que nous appelons instruction préparatoire. Donc ça permet à l'issue de l'instruction préparatoire où l'on pose les questions, est-ce que vous voulez aller à l'arbitrage ou bien à la médiation, tout ça, si les parties veulent qu'on retienne l'affaire au tribunal de commerce, eh bien, on établit un calendrier, un calendrier du déroulement du procès. Et nous nous tenons à ce calendrier. Les avocats et les juges respectent ce calendrier-là. Okay. Donc, le respect de ces calendriers nous permet de rendre les décisions dans un délai bref. Généralement, en moins de 3 mois, les décisions sont rendues. L'année passée, le délai moyen de règlement des affaires était de 84 jours. Donc, vous voyez que ça fait moins de 3 mois. Donc, voilà. Bon, donc, ce respect de la loi donc, a permis que le Togo ait ce bon classement. Il y a également le recours à la digitalisation qui permet aux justiciables de saisir la justice en ne se déplaçant pas nécessairement. Voilà. Vous pouvez, même le justiciable qui est à Vaughan ou bien qui est à Néhon peut saisir la justice, le tribunal de commerce de Lomé, payer les frais de justice et ne pas se déplacer nécessairement avant d'envoyer ses écritures en ligne. Est-ce que vous voyez? Et lorsque la décision est rendue, vous pouvez commander l'expédition en ligne. Donc, ce facteur aussi a contribué à avoir ce bon résultat. Il y a aussi le travail des juges et des avocats, des greffiers, qui travaillent nuit et jour pour être à jour par rapport aux jugements qui concernent les juges, aux conclusions qui concernent les avocats, les greffiers qui se mettent toujours à la tâche. Voilà, donc, tout ceci a contribué à avoir le résultat que nous avons comme étant deuxième après le Rwanda. Donc, M. Akachi, on comprend que bon, c'est un bon score, c'est une bonne place, mais l'idée, c'est peut-être d'avoir la première place prochainement. Oui, bien sûr. Nous y travaillons parce qu'actuellement, il y a des réformes qui sont envisagées, et notamment poursuivre la dématérialisation pour pouvoir tenir des audiences en ligne. Voilà. Donc, actuellement, nous attendons que la loi soit modifiée dans le sens de l'institution des audiences en ligne. Voilà. La signature électronique aussi est nécessaire parce que lorsque le président du tribunal, par exemple, signe des requêtes, il faudrait que la personne se déplace au tribunal pour pouvoir retirer cette requête-là. Mais avec l'institution de la signature électronique, le climat des affaires et le digital, l'ATD, Agent Togo Digital, sont en train de travailler pour qu'on puisse mettre sur place la signature électronique, ce qui va nous permettre dorénavant de bien permettre aux justiciables de ne pas se déplacer avant d'avoir... soit dématérialisé. Exactement. Voilà. Donc, il y a aussi l'institution de la signification électronique des actes auquel on est en train de penser, pour que les avocats, les huissiers puissent signifier directement les actes de façon électronique, sans avoir à se déplacer avant de le faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Akwache. Alors, Monsieur Sanwogu, je reviens à vous. C'est vrai que nous avons fait un long tour du plateau pour revenir à vous. Alors, nous avons vu un peu, découvert avec vous les réformes qui ont été introduites dans la création des entreprises. Alors, mais dites-nous concrètement, quels sont les types, on va dire, les types d'entreprises aujourd'hui qui sont créées au niveau du CFE?
Il y a deux types d'entreprises. Merci. Il y a les entreprises personnes physiques que nous appelons communément établissements au Togo. C'est des entreprises individuelles. Et nous avons les entreprises personnes morales, c'est les sociétés. Parmi les sociétés, vous pouvez avoir les sociétés anonymes, les SA, les sociétés à responsabilité limitée, les SRL. Vous pouvez avoir les SAS, sociétés par action simplifiée. Vous pouvez, les GIE aussi, les groupements d'intérêt économique, des sociétés coopératives, par exemple les coopératives agricoles ou les coopératives d'épargne et de crédit. Donc, toutes les formes juridiques de société sont formalisées au CFE. Et toutes ces entreprises peuvent être créées en ligne? Peuvent être créées en ligne également. C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont dans le commerce, qui sont dans les services, qui sont dans l'industrie également, peuvent être formalisées au CFE sans problème. Et monsieur Sangourou, vous nous rappelez le délai pour Le délai moyen, je vous assure, lorsque vous déposez votre dossier entre 7h et 13h, dans la soirée, systématiquement, vous prenez le dossier traité. Vous avez les statuts enregistrés, vous avez la carte signée. Vous pouvez l'avoir, on vous le renvoie, on vous renvoie ces documents à travers votre adresse mail avec lequel vous avez créé la structure. C'est systématique. Sauf s'il y a un problème, il y a un manquement dans le dossier. Là, on vous le signifie qu'il y a tel manquement. Parce que souvent, avec les créations en ligne, il y a des gens qui savent que la pièce est expirée, mais ils le renvoient. Voilà, systématique. Mais quand c'est physiquement que le dépôt est fait, le dossier n'est pas reçu. Voilà. OK. Merci beaucoup, monsieur Sangourou. Alors, monsieur Akaya, je reviens vers vous. On va encore évoquer le commerce international. Alors, nous savons nous avons appris qu'il y a eu l'intégration des différentes agences gouvernementales, sanitaires, fiscales, normalisation, etc., au guichet unique pour le commerce extérieur à travers la plateforme portuaire de Lomé. Alors, quelles ont été les motivations? Qu'est-ce qui a poussé à peut-être une telle initiative, à mettre en place cette intégration-là des agences? Merci beaucoup de me donner encore l'occasion de revenir sur cette plateforme digitale mise en place au port pour permettre à tous les acteurs de la plateforme de s'interconnecter et d'obtenir en ligne tous les documents requis. Alors, notamment les certificats phytosanitaires qu'on peut demander, les autorisations, les licences. Voilà. Donc, depuis un certain temps, tous ces documents sont envoyés manuellement, disons physiquement. Et vous voyez déjà, le système de fonctionnement au port, c'est toute une chaîne logistique qui se met en place. Et quand un acteur, un maillon de la chaîne logistique reste dans le système manuel, ça brise déjà l'élan. Donc, nous sommes dans la dynamique d'une certaine célérité d'enlèvement de marchandises et on se dit, mais si tout est dématérialisé et qu'il faille que quelqu'un fasse peut-être un tour dans un ministère, obtenir un document manuel et revenir, vous voyez déjà, il brise la célérité. Oui. Donc, c'est là-bas que la cellule climat des affaires vraiment a pris les choses en main pour demander que tous les process soient vraiment digitalisés. D'où la naissance ou la mise en place de cette plateforme digitale qui permet désormais à tous les acteurs de la plateforme de s'interconnecter, d'avoir toutes les informations au même moment et d'être désormais interopérationnels. Voilà. Donc ça permet également d'interconnecter également les acteurs de la plateforme portuaire. Voilà. Et puis tout cela dans la dynamique de compétitivité recherchée. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Non, je termine également. Oui. Je termine mes propos pour dire que pour les opérateurs économiques qui ont certains soucis à s'interconnecter, il y a une salle informatique qui a été mise en place qui leur permet, disons, une salle banalisée, informatisée, qui permet aux acteurs de la plateforme portière d'aller là-bas et puis de pouvoir se connecter et puis faire le travail nécessaire. OK. Voilà, donc, toujours pour faciliter le processus. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Akaya. Alors, monsieur Passou, nous allons évoquer également, une fois encore, la fiscalité. Alors, la dématérialisation de la déclaration du paiement des impôts également pour les petits contribuables est une innovation également majeure. Alors, quels ont été les défis que vous avez eu à rencontrer? OK. Et merci une fois encore, madame. La vision globale du gouvernement étant la digitalisation des services publics,
et pour plus tard impacter la digitalisation de notre économie, il n'y a pas moyen de garder certains opérateurs économiques en marge de ce mouvement. Et c'est vrai que, vu le niveau de leur capacité en matière de ressources pour financer les infrastructures et autres, ils ont rejoint le peloton un peu en arrière. Et la digitalisation était déjà opérationnelle depuis 2016 pour les grandes entreprises, 2018 pour les moyennes entreprises. Et cette fois-ci, nous avons pensé à eux parce que la digitalisation de l'économie, aujourd'hui avec beaucoup de e-commerce, aujourd'hui avec plein de services et plein d'achats que vous pouvez faire de manière électronique, imposait qu'à leur niveau également, nous puissions les faciliter le coût de la conformité fiscale. C'est effectivement cet avantage que nous voulons les apporter en procédant à la digitalisation de la télédéclaration et du télépaiement pour les petits contribuables. Ils sont le plus gros effectif de contribuables que nous avons. Et si on ne les loge pas, disons, au fauteuil de la télédéclaration et du télépaiement, nous n'aurons pas atteint cette mission. Donc, c'est réduire les coûts pour eux, éviter tout contact avec les agents de l'office, surtout pour éviter des cas de corruption, des cas en tout cas d'évasion fiscale, de manipulation, pour les éviter beaucoup d'autres problèmes. Mais également, ça leur permet à leur niveau d'avoir des gains de coûts, des gains de coûts et des gains de temps. Inutile de faire les queues devant les services de l'OTR pour faire les déclarations. Pendant qu'il pleut, tu rates une échéance, demain tu te retrouves avec des pénalités. Donc, tout ce qui a été fait envers les grandes entreprises aujourd'hui est fait également à la destination des petits contribuables pour que les mêmes avantages soient ressentis sur ce segment. Alors, M. Passou, toujours pour répondre aux besoins des administrés, nous avons peut-être tous suivi le lancement de ce que vous appelez le chatbot. Le chatbot. Le chatbot. Voilà. Alors, dites-nous, expliquez-nous concrètement, qu'est-ce que, depuis le lancement de cette innovation, on va dire, qu'est-ce que cela a apporté justement aux contribuables? Effectivement, donc, dans le cadre de la mise en place du parcours client, donc du parcours du contribuable, et dans notre approche d'améliorer la qualité du service aux contribuables, il est question d'améliorer tout ce qui est renseignements, difficultés, plaintes reçues ou demandées par les contribuables. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, pour soutenir ou servir comme levier dans la gestion de la relation client, nous utilisons le chatbot pour discuter de manière automatique avec les contribuables. Pour la même question qui a été posée par un contribuable et reprise par un autre, le chatbot, en un clin de seconde, peut envoyer la réponse au contribuable, plutôt que d'attendre qu'un opérateur soit derrière, qu'il vous reçoive et vous donne la réponse. Le chatbot aussi sert actuellement pour essayer de systématiser les questions les plus posées et rapidement disposer, peut-être, de nous aider à concevoir peut-être des notes de service, des sensibilisations, des webinaires pour entretenir les contribuables sur les difficultés qu'ils rencontrent le plus souvent. Donc aujourd'hui, c'est comme des statistiques que nous faisons sur les questions récurrentes, les problèmes récurrents, les difficultés récurrentes pour améliorer la qualité des services. Le chatbot aussi apprend à travers toutes les questions qui sont posées par les usagers, les contribuables, pour être plus robuste également sur la qualité et le niveau de raffinement des réponses qu'ils donnent également aux contribuables. C'est pour dire que du côté des contribuables, ça leur permet d'avoir des réponses 24 heures sur 24, indépendant que ce soit à des heures de service ou pas. Pour l'administration, ça dégage des ressources pour passer à d'autres activités plus complexes. Et depuis le lancement, vous avez des retours. Que dit le contribuable? Oui, bon, les contribuables sont beaucoup plus surpris des délais de réponse parce que on dirait qu'ils ont plus vite les réponses que d'habitude. Et ça justifie largement pourquoi il fallait vraiment aller à cette réforme.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Passou. Alors, Monsieur Gallet, je reviens à vous parce que, disons que vous êtes de la cellule climat des affaires. On a compris, on a vu un peu, disons, l'importance ou ce que le rapport Business Ready apporte aujourd'hui. Mais dites-nous concrètement, quelles vont être les retombées? Parce que, OK, la Banque mondiale a rendu public un rapport. OK, le Togo est premier réformateur en Afrique de l'Ouest. Oui, mais qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? Merci pour la question. Et la publication de ce rapport met en exergue les multiples réformes et efforts qui ont été menés par le gouvernement. Et ces réformes sont au profit de la population. Le gouvernement ne met pas en œuvre les réformes pour gagner des places au niveau du rapport business ou bien d'autres rapports au niveau international, mais les réformes sont pour la population. Et la cellule climat des affaires a un plan d'action dans lequel on identifie les besoins de la population, les besoins du secteur privé. Et ces besoins sont mis en œuvre à travers les différentes structures du gouvernement. Et nous venons d'avoir quelques exemples qui illustrent comment la population peut bénéficier des retombées de ces multiples réformes en termes de célérité dans les procédures, en termes de réduction des coûts. Je voulais donner un exemple sur le foncier pour les transactions. Il faut 4% pour l'habitation, 4% de la valeur vénale de l'immeuble. Mais depuis 2019, le gouvernement a fixé un taux de 35 000 pour les transactions. Imagine l'immeuble de 1 milliard, par exemple, vous devez faire la transaction, combien ça doit coûter à l'investisseur, aux populations. Mais à cause de ces réformes, au jour d'aujourd'hui, il suffit de payer un taux fixe de 35 000 pour faire ces transactions. Donc, directement, la population a des retombées en termes de diminution des coûts, en termes de réduction des délais au niveau des procédures. Et le cadre réglementaire aussi est renforcé pour pouvoir sécuriser toutes les opérations ou le quotidien des investisseurs. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gallet. Alors, nous poursuivons, disons, cette découverte-là de tout ce qui est fait dans les différents secteurs. Alors, Monsieur Moreau, au niveau des marchés publics, de la commande publique, justement, vous êtes vous aussi tombé dans la sauce de la digitalisation, parce qu'on comprend que c'est un grand chantier national. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement en matière quand on parle de digitalisation, on dit digitalisation dans la commande publique. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'accord. Merci infiniment pour cette question. Je voudrais peut-être me permettre de compléter avant peut-être de tomber sur ma réponse. En fait, d'abord, ces réformes qui sont entreprises donc, apportent énormément au pays dans la mesure où, comme nous savons tous, le secteur privé donc, est moteur donc, de développement. Et donc, en mettant en place toute cette batterie de mesures, en fait, ça offre au monde entier des informations sur les opportunités qui permettent donc d'attirer ces investisseurs internationaux et qui peuvent donc nous apporter l'épargne internationale et financer la croissance du pays. Et donc, toujours dans ce cadre, en fait, pour la dématérialisation, quand on parle de dématérialisation, d'abord, cette dématérialisation va faciliter l'accès aux opportunités d'affaires aux Togolais et également à ces investisseurs étrangers parce que grâce à la dématérialisation, les opportunités sont beaucoup plus accessibles donc par le monde. Donc concrètement, même au Togo, par exemple, aujourd'hui, avec la dématérialisation, on pourrait se retrouver comme
homme d'affaires, chef d'entreprise à Djarpanga, et pouvoir donc se connecter sur la plateforme et identifier les opportunités d'affaires qui existent. Et au niveau donc de la démat, les efforts qui ont été faits donc au niveau donc de l'ARCOP, c'était de mettre en place deux principaux outils. Donc il y a d'abord l'OSMAPT. L'OSMAPT, c'est un outil de suivi donc, des marchés publics du Togo qui permet à toutes les autorités contractantes, je voudrais parler des acheteurs publics, donc de faire un suivi rapproché donc, de leur procédure de passation des marchés publics. Parce qu'une fois encore, quand on dit marché public, c'est une commande donc, passée par l'acheteur public qui est l'État, donc aux entreprises privées. Donc il est très important donc, de nous assurer que ça se passe convenablement. Et puis, nous avons également développé un outil qui s'appelle le PASS. Donc, le PASS permet aujourd'hui donc, à tous les opérateurs économiques donc, de pouvoir, quel que soit l'endroit où ils se situent, de faire la demande de leurs attestations donc, de paiement de la redevance de régulation. Donc, c'est un document qui est exigé dans des appels à candidature et avant la réforme, il fallait mettre à peu près 72 heures pour pouvoir l'obtenir. Et avant cela aussi, il y a parfois des coûts, des coûts de transaction, parce que quand vous êtes à Dapaon, que devez venir à Lomé faire cette demande. Donc il y a des coûts donc, aujourd'hui avec cet outil, quel que soit l'endroit où vous êtes, ou même à l'étranger, parce qu'il y a également des difficultés que des personnes qui se situent à l'étranger ont pour pouvoir avoir donc, ce document. Et donc aujourd'hui avec l'outil mis en place, ça facilite ce genre de transactions. Et puis des modules complémentaires ont été développés donc, sur cet outil. Et ces modules permettent aujourd'hui donc, à tout acheteur public de faire un certain nombre d'opérations, notamment la publication donc, de ces opportunités, d'appels, d'offres, etc. Et également, ça permet aussi, donc, dans la phase où nous sommes actuellement, de faire de la soumission. Mais comme on le sait, en général, on a deux standards en matière de dématérialisation. Il y a la full démat et puis la dématérialisation transitoire. Et donc, même si notre objectif c'est d'aller vers la full démat, la dématérialisation complète. Voilà, nous sommes donc en train d'aller donc vers cette dématérialisation. En tout cas, nous sommes dans une phase de dématérialisation transitoire qui permet donc de dématérialiser un certain nombre de procédures pour le moment. Donc voici où nous sommes. Ok. Et on espère vraiment que, l'idéal ou l'objectif, c'est d'atteindre la dématérialisation complète et totale. Tout à fait. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Moreau. Alors, M. Akwache, nous parlons de dématérialisation, de digitalisation. Et la digitalisation dans la gestion des affaires et la saisine de la CATO, la Cour d'arbitrage du Togo, est devenue effective. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre les litiges que connaissent le tribunal de commerce et ceux de la CATO? Est-ce qu'il y a une différence? Merci, madame. Effectivement, la digitalisation est devenue effective à la CATO depuis le mois d'août passé. Le 11 octobre passé, on a fait le lancement officiel de la plateforme digitalisée de la CATO. Ça permet maintenant à la CATO de fonctionner de façon dématérialisée. Les parties peuvent saisir à distance la CATO, même si l'opérateur économique est en dehors du Togo. Du territoire. Oui, voilà, il peut facilement saisir la CATO, payer les frais liés au procès. Et on peut constituer les arbitres en ligne ou bien mettre sur place le tribunal arbitral en ligne et puis
faire la conférence préparatoire en ligne. Et on peut également déposer les pièces et les écritures en ligne et mener les débats. Tout ceci, rendre la sentence, tout ceci peut se faire en ligne. Maintenant, pour revenir à votre question, de savoir si... Voilà. Oui, bon, il y a des matières qu'on ne peut pas régler en arbitrage. Par exemple, les procédures collectives, les questions de faillite ou bien de redressement judiciaire et autres, liquidation des biens, c'est des matières qui ne peuvent pas être traitées en arbitrage. C'est seulement les tribunaux classiques, les tribunaux de commerce. Voilà, qu'on peut saisir de ces questions-là. Également, l'arbitrage ne peut pas être saisi de l'exécution des décisions, que ce soit les décisions rendues par les juridictions classiques ou bien les sentences arbitrales. On ne peut pas les exécuter en allant chez un arbitre. Il faut nécessairement que ce soit devant les tribunaux de commerce. Également, s'il y a lieu à prendre des mesures conservatoires ou bien des mesures provisoires, en référé par exemple, il faut s'adresser à la justice étatique. Voilà. D'accord. Donc voilà un peu la différence entre la différence des litiges peut-être. Pour le reste des matières, il faut quand même qu'il y ait un compromis d'arbitrage ou bien une clause compromissoire sur la matière, c'est-à-dire sur la question qui sera soumise à l'arbitrage. Il faut que les parties conviennent au départ de soumettre une question ou bien leur litige à l'arbitrage. Si ce n'est pas le cas, c'est le tribunal ordinaire qui va être saisi. Voilà. Nous faisons un peu de droit ce soir sur ce plateau. Alors, nous faisons du droit, nous faisons également du commerce, le commerce international. Monsieur Akaya, je reviens à vous parce que vous nous avez parlé justement de la digitalisation de la plateforme portuaire. Alors, est-ce que vous sensibilisez, vous organisez des sensibilisations justement à l'endroit des opérateurs économiques à pouvoir adhérer à cette plateforme-là? Merci beaucoup, madame. Il faut dire que la mise en œuvre d'une réforme passe par la sensibilisation. Absolument. Pour obtenir l'adhésion des destinataires de ce service. Alors donc, il y a plusieurs formations qui sont faites à cet effet pour familiariser les opérateurs économiques là, à la plateforme-là. Donc, il y a également des sensibilisations et puis on les assiste dans l'exercice de cette saisie des demandes en ligne. Comme c'est vraiment une réforme qui est récente, il faut absolument les sensibiliser. Alors, dès lors qu'on a leur adhésion, eux-mêmes verront le bien fondé de cette digitalisation. Et absolument, je crois qu'au finish, on aura en réalité tous les acteurs de la plateforme qui seront totalement intégrés et on sera davantage compétitif. D'accord. Mais monsieur Akaya, lorsque vous, dans vos, disons, ces opérations de sensibilisation, est-ce que vous sentez peut-être une certaine réticence de la part de ces entrepreneurs-là? La réticence, elle est évidente. Vous savez, pour toute réforme, généralement, les gens n'ont pas l'appréhension de la finalité de cette réforme. C'est normal, hein? C'est normal. Ils sont au départ réticents et pour finir, ils apprécient. Ils disent « Ah, mais voilà ». Alors, quand on obtient déjà en ligne un document sans se déplacer, on gagne du temps, on gagne de l'argent. Time is money. On gagne de l'argent parce qu'on ne se déplace plus. Voilà. Donc, il faut dire que... Il faut marquer le pas d'aller vers ce bonheur-là avant de le découvrir. Voilà. Il faut dire qu'au départ, les réformes au port ont connu cette difficulté-là. Mais pour finir, les gens ont tellement apprécié.
Parce que bon, le temps qu'on mettait pour sortir un conteneur, avant il fallait peut-être 6-7 jours. On a battu un record de pouvoir sortir un conteneur en 24 heures. Vous voyez? Donc c'est vraiment vers cette performance que nous sommes en train d'y aller avec tout le monde. D'accord. Alors, chers invités, merci beaucoup parce que nous avons, durant cette émission spéciale, nous avons eu à découvrir tout ce qui se fait dans vos différents secteurs, justement pour l'amélioration du climat des affaires qui permet au Togo de toujours avoir cette bonne position. Le Togo qui est premier pays reformateur en Afrique de l'Ouest, le Togo intégré dans les pays qui ont été évalués dans le rapport Business Ready. Mais avant de vous laisser repartir, assurément, c'est vrai que des efforts ont été faits et qui sont louables, mais il y a forcément des perspectives, des projets, des objectifs à atteindre. Alors, Monsieur Mourou, nous allons commencer avec vous au niveau de la commande publique, après la dématérialisation peut-être provisoire pour aller vers la dématérialisation totale. Alors, quelles sont les perspectives, les projets ? Merci infiniment pour cette question. D'abord, la commande publique étant une matière assez complexe, pour permettre donc aux opérateurs économiques de pouvoir bénéficier des opportunités, il est important donc de former et de sensibiliser suffisamment donc tous ces acteurs-là. Et c'est dans cette perspective que nous travaillons, et ça va sortir très très bientôt, sur aussi la digitalisation de la formation à travers donc du e-learning. Donc les choses sont déjà avancées et ça nous permettra donc de réduire les dépenses aujourd'hui effectuées donc pour former les acteurs, parce qu'il faut déplacer, il faut prendre des salles, etc. Et donc cela va permettre donc de professionnaliser davantage les acteurs. Ensuite, naturellement, il y a toute transformation entraîne des défis. Et donc les défis aujourd'hui que nous avons, on a des défis technologiques, on a des défis humains et matériels. Et je venais tantôt de citer, en tout cas en parlant de la formation, aussi il faudra former donc, les acteurs également sur la conduite du changement. Parce que travailler plusieurs années donc, d'une manière avec du papier, etc. Donc quand on passe à du e-procurement, cela nécessite donc, de travailler à une conduite du changement, rassurer donc, les acteurs que les garanties que nous avions avec le papier seront donc maintenues donc avec ce nouveau système. Le défi matériel, forcément, il va falloir équiper également beaucoup toutes les autorités contractantes pour qu'elles puissent travailler convenablement. Et technologique, c'est lié donc naturellement à Internet, parce que donc, tout ça va passer par cela. Donc voici un peu ce que je peux dire par rapport aux perspectives, et nous allons mettre tout ce qui est en notre... en tout cas, qui est dans nos possibilités donc, pour travailler dessus. Voilà. Donc des défis à relever peut-être pour permettre au Togo de passer à un autre niveau, à un autre classement très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Haftar Mourou. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général par intérim de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Alors, Monsieur le président du tribunal de commerce, alors c'est vrai, nous n'allons pas dire que vous souhaitez peut-être que des litiges se poursuivent, mais quand même, assurément, au niveau de la justice, c'est également, vous avez des perspectives. Oui, bien entendu. Vous savez, chez l'opérateur économique, le temps, c'est de l'argent. Tout à fait. Voilà. Donc, tout se fait pour que les décisions puissent être rendues dans de meilleurs délais. Je disais que l'année passée, nous avions 84 jours comme taux de règlement des litiges. Mais il y a des dossiers qui vont au-delà de ce délai.
Il y a des dossiers qui vont jusqu'à 1 an parfois. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive de commettre des experts dans des dossiers. Et lorsqu'on commet un expert qui met du temps pour rendre son rapport, vous comprenez que cela impacte négativement le traitement du dossier. Donc, il est souhaitable que le législateur intervienne pour impartir aux experts un délai, bref, pour rendre leur rapport. Cela permettra au tribunal de traiter les dossiers de façon accélérée pour que l'opérateur économique n'ait pas à attendre indéfiniment son rapport. Et il est également normal ou bien nécessaire que lorsque nous rendons nos décisions, que cela puisse quand même être exécuté dans un délai raisonnable. Vous voyez, on aura une décision qui est là pendant des années sans être exécutée. Voilà, donc le législateur doit également intervenir pour quand même faire en sorte que les décisions de justice, du moins rendues en matière commerciale, puissent être exécutées dans un délai donné. Voilà. Bon, j'avais fait déjà allusion à la nécessité de pousser la dématérialisation pour qu'on puisse commencer par tenir des audiences en ligne. Le matériel est là, disponible. Okay. Tout ce que nous attendons maintenant, c'est de l'institutionnaliser, de prendre des tests, bien de modifier notre loi pour que nous puissions démarrer les audiences en ligne à la satisfaction des justiciables. Il nous arrive également, lors des audiences, que l'on demande pour qu'on se prononce, que le juge se prononce sur des mesures provisoires, des mesures conservatoires qui ne touchent pas le fond du litige. Alors, il faudrait également qu'on ne traîne pas prendre des décisions sur ces mesures provisoires. Donc, le législateur également devra encadrer ces genres de demandes dans un délai bref pour que nous puissions arriver à traiter les dossiers dans des délais raisonnables. Comme je l'ai dit, nous faisons quand même l'effort et cela peut se constater. Même si vous allez sur notre site Internet, les décisions, c'est public, c'est rendu public. Vous pouvez voir les délais qui ont été mis pour traiter ces dossiers, la qualité des jugements rendus, tout ça. C'est à l'appréciation du justiciable qui peut se connecter et peut voir tout ça. La transparence est toujours également de mise au niveau du tribunal, au niveau de la justice. Exact. Merci beaucoup, Monsieur Amignon Koudjo Akwache. Je rappelle donc que vous êtes le président du tribunal de commerce de Lomé. Alors, Monsieur Akaya, des perspectives au niveau de la plateforme portuaire? Merci beaucoup, Madame. Il faut dire qu'aujourd'hui, le port de Lomé se positionne comme le premier port de l'Afrique de l'Ouest, 5e port en Afrique et dans les top 100 des ports du monde. Oui. Et ceci constitue, disons, un poids qui pèse sur nous. Parce que quand vous êtes meilleur, il faut regarder le cap. Vraiment. Parce que les autres cherchent toujours à voir mais comment nous faisons. Et donc, il faut toujours se remettre en cause et garder toujours ce meilleur rang. Alors, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui pour maintenir vraiment le cap, c'est d'inviter tous les acteurs de la plateforme à améliorer leurs pratiques. C'est vrai, nous avons l'appui de la cellule climat des affaires pour mettre en place la plateforme digitale qui est au port. Mais il faut que les services publics, tous les services publics impliqués dans le processus d'enlèvement, et leurs terminaux dans leurs services totalement digitalisés. Et comme ça, je crois que pour finir, nous resterons davantage compétitifs. Puisque aujourd'hui, le défi majeur, c'est de répondre aux préoccupations des opérateurs économiques qui attendent d'abord de voir est-ce que le port de Lomé il est compétitif en termes de fluidité, en termes de célérité des opérations d'enlèvement. Est-ce qu'il est compétitif en termes de réduction de coûts? Est-ce qu'il est compétitif en termes de sécurisation? C'est tous ces facteurs-là qu'il faut vraiment conjuguer et dire
vraiment qu'on est compétitif. Je crois que si on est ensemble impliqués, ça devrait vraiment marcher. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Moïse Akaya. Vous êtes le directeur des opérations douanières de Lomé Port. Monsieur Passou, alors, quelles sont les perspectives à venir dans le sens de l'amélioration des services fiscaux pour les contribuables togolais? Merci, madame, et merci pour cette précision qui mérite également d'être soulignée afin de solliciter l'implication de tous les contribuables, des autres acteurs, en tout cas sur la question de la fiscalité. Ce qui est important de noter, c'est que la maturité digitale de tous les intervenants, de tous les opérateurs économiques, a un impact sur la digitalisation des services fiscaux. Et pendant longtemps, les services fiscaux ont pris le lead afin d'impacter le secteur privé. Nous savons que le secteur privé est toujours de notre côté pour être réceptif aux réformes. Et le grand chantier à venir, c'est la digitalisation des factures. Et le tribunal du commerce venait tantôt de le souligner. Il y a nécessité d'aller aussi rapidement à la digitalisation de la signature électronique. Donc, ce sont les deux grands éléments importants sur lesquels la fiscalité est en train de travailler. Aider le secteur privé à avoir une bonne maturité digitale afin de pouvoir faciliter tout ce qui est mobilisation pérenne des recettes pour le développement de notre pays. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur Rodabalo Passou, chef division gestion des déclarations des grandes entreprises à l'OTR, Office togolais des recettes. Alors, monsieur Sanwougou, au niveau du CFE, alors dites-nous, quels sont les défis les défis à venir, les défis que le CFE compte relever pour permettre toujours au Togo d'être à sa place. Le mieux classé. Voilà. Merci, madame. Le défi majeur qu'on a au CFE, c'est de pouvoir accompagner toutes les entreprises qui se créent dans toutes les étapes de leur vie. Ce n'est pas que la création qu'on fait au CFE. Okay. Nous faisons les formalités de modification, les formalités de ratiation pour les entreprises individuelles, les formalités de dissolution, puis de ratiation pour les personnes morales. Mais la dissolution qui est faite depuis 5 ans concerne que les formalités de création. Nous voulons accompagner les entreprises pour la modification. Parce que quand vous créez une entreprise et que demain vous voulez changer, par exemple, le siège social, vous devez faire un PV de modification. Vous voulez changer un dirigeant, un DG, vous devez faire un PV de modification. Vous voulez changer l'objet social. Il y a beaucoup. Vous voulez faire une cession de fonds de l'entreprise, vous devez faire un PV de modification et faire harmoniser ou actualiser les statuts. Donc, ce processus d'actualisation des PV, et des statuts et de PV, une fois que vous faites le PV, vous devez aller aux impôts, à OTR, procéder à l'enregistrement. Et ça prend du temps aux opérateurs économiques. Ça les embête beaucoup. Des fois, ça prend 2 semaines. Donc, nous sommes déjà en phase terminale. On a développé avec l'OTR, mon collègue M. Passou qui est à côté de lui, on a développé une plateforme qui permet aux gens d'envoyer les PV et les statuts harmonisés. Notre système renvoie ça à OTR qui évalue les prix, les frais à payer pour les PV et les statuts harmonisés. Nous renvoyons ça à l'opérateur économique dans la même journée qui paie et nous procédons à la formalité de modification en 24 heures au maximum pour que ça puisse se faire. Et plus tard, nous allons suivre aussi les formalités de radiation puis de dissolution. Voilà en gros le chantier que nous sommes en train de mener. D'accord. Merci. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent. Merci. Parce qu'à vous, bon vent, c'est bon vent au Togo également. Merci beaucoup, monsieur Samuel Sanwougou. Vous êtes le directeur du Centre de formalité des entreprises CFE. Alors, monsieur Gallet, nous allons terminer avec vous. Mais avant de nous parler peut-être de la suite et des perspectives, durant l'évaluation de ce rapport Business Ready, assurément, il y a eu des défis qui ont été rencontrés. Merci pour la question. Effectivement, il y a eu des défis qui ont été rencontrés et ces défis sont consignés au niveau d'un plan d'action
que la cellule a élaboré en collaboration avec le secteur privé et tous les acteurs. Et je peux vous rassurer que ce plan d'action est en cours d'exécution. Plusieurs réformes ont déjà été mises en œuvre. Il y a eu des exemples qui ont été donnés, notamment le lancement de la plateforme du port, la dématérialisation de la CATO qui a été faite en août avec le lancement tout dernièrement. Donc le plan d'action suit son cours et nous continuons par mener les réformes au profit des investisseurs. Et alors, peut-être votre mot de fin, quelles sont les perspectives? C'est de permettre au Togo d'être premier, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans toute l'Afrique et au-delà. Merci. Et les perspectives, c'est de poursuivre la mise en œuvre des différentes réformes. Il y a eu quelques exemples qui ont été donnés. Je voudrais parler du domaine de l'environnement, qui est transversal au niveau de tous les indicateurs. Au jour d'aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir dématérialiser, digitaliser totalement le processus de délivrance de licences environnementales. Et le processus est en cours et assez avancé. Le cabinet a été recruté en ce sens et le travail avance. Il y a déjà des avancées que nous notons et incessamment le lancement sera fait pour que ce pan également soit totalement dématérialisé. L'opérateur économique qui veut s'installer au Togo, depuis la phase de création d'entreprise, aura toutes les informations sur la nécessité d'avoir l'étude ou bien de faire l'étude d'impact environnemental ou pas. Et si c'est le cas, cela sera fait en ligne avec tous les acteurs concernés, avec les études, les échanges avec les intervenants vont se faire en ligne de façon totalement dématérialisée. Donc, ce qui sera fait partie des défis. Et je peux vous rassurer que ces défis sont déjà presque relevés. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gallet. Merci, chers invités, Monsieur Gallet. Donc, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national adjoint de la cellule climat des affaires. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau dans cette émission spéciale, nous faire mieux comprendre le rapport Business Ready, le Business Ready de la Banque mondiale qui conforte donc le Togo, premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest. Nous avons compris que le climat des affaires au Togo est propice aux investisseurs et aux investissements. Et ce climat ne cesse d'être assaini au jour le jour à travers toutes ces réformes dont la mise en œuvre va se poursuivre pour permettre au Togo d'être plus attrayant et permettre à l'économie togolaise d'être encore plus florissante. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.